Si tu fais ce métier-là, c'est que tu as un amour de l'humain. Tu aimes l'autre. Et en même temps, et c'est marrant, c'est le paradoxe, le point le plus complexe de ce métier-là, c'est l'humain. Que réellement l'humain a besoin de faire les choses qu'il n'aime pas faire. Quand vous n'aimez pas faire quelque chose, faites-le. Parce que vous avez besoin de ça. La finalité de Nutritif Plus, c'est d'apporter aux gens, je pense, une connaissance de la nutrition, de leur montrer qu'on peut très bien rééquilibrer son alimentation, manger correctement tout en se faisant plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans Vous, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Pierre. Pierre qui est coach sportif, qui a fait passer le sport pour pouvoir avoir un ancrage dans sa tête et dans son corps. Il suit cette pratique depuis des années et il va nous raconter ça aujourd'hui. Je vous laisse avec Pierre. Bonjour à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de moi. Salut Pierre, comment ça va ? Écoute Étienne, ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Ça va très bien, merci d'être là, merci d'avoir accepté de faire ce podcast-là. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ton enfance, de comment tu as grandi, de ton parcours et comment tu as fait pour en arriver là, l'homme que tu es aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ça depuis le début. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter un petit peu où tu as grandi au début ? Écoute, Étienne, pour commencer, je te remercie. Merci de m'accueillir. C'est quelque chose que j'avais pas du tout espéré. Donc, ta demande très singulière m'a amené à directement te dire oui, parce que je pense que d'une part, je sais pas dire non, et surtout, okay. Ça me fait trop plaisir de partager ce moment-là avec toi. Pour te parler un peu de moi, de mon histoire, j'ai 33 ans, je suis issu d'une famille à peu près commune, normale, voilà, parents toujours ensemble, 3 enfants, 3 garçons. Et je suis né en région nantaise le 2 février 1993, où j'ai vécu mes premières années en tant qu'enfant. Ok, donc tu as vécu donc, en région nantaise jusqu'à tes combien ? Jusqu'à mes 8 ans. Ok, et donc tu as des frères, tu as 2 frères, c'est ça ? Tu es aîné ? Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Alors ça fait partie des... C'est plus un regret aujourd'hui, mais je sais que ma mère aurait bien aimé avoir une petite fille. Et pourtant, je pense qu'elle s'est battue. Hein. Le troisième, on espérait avec mon frère cadet que ce soit une petite fille, et puis hop, raté. Donc, voilà, il y a des gens qui ne font que des garçons, et je fais partie de cette famille-là. Ok, et la relation que tu avais avec tes frères, comment ça se passait ? Est-ce que vous jouiez ensemble ? Comment ça se passait dans le foyer familial quand vous jouiez ensemble, quoi ? Écoute, j'ai 3 ans d'écart avec mon frère cadet, donc je dirais qu'avec Emeric, j'avais une relation à peu près normale. Alors aujourd'hui, avec du recul, j'en parle comme ça, je pense que lui aurait peut-être un avis un peu différent, mais concrètement, il y avait pas mal de chamailleries, il y a eu aussi des petits loupés, des petits accidents, pas des accidents, mais des incidents. Je me souviens, j'ai des petites anecdotes là-dessus, mais une fois, mon père nous avait fait des arcs, et paf, je lance une flèche malheureusement sous l'œil de mon frère, hop, il finit au CHU. Et moi, de mon côté, peu de temps plus tard, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, ma mère travaillait dans le jardin, il m'envoie un coup de pioche dans la tête. Bon, c'était un prêté pour un rendu. Mais au-delà de ça, sinon, on avait une relation qui était géniale parce qu'on a grandi, évolué ensemble. 3 ans, c'était pas suffisamment significatif. Dans les faits, j'ai 12 ans d'écart avec mon plus jeune frère. Et ça, c'était beaucoup plus notable. Et donc, malheureusement, j'ai eu une relation avec lui un petit peu plus paternaliste. Alors, peut-être à regret aujourd'hui, parce qu'il avait déjà bien assez d'impairs. Je devais pas en remplacer, je devais pas le remplacer. Et malheureusement, trop d'écart pour pouvoir évoluer et jouer ensemble. Par contre, je sais que j'ai été présent d'une autre manière, que ce soit pour le changement des couches, que ce soit pour la partie biberon. Et c'était génial d'avoir pu connaître finalement mon frère bébé, parce que j'avais eu déjà un avant-goût de ce que pouvait être un petit peu la parentalité, en toute modestie, bien sûr. Ouais, donc en fait, tu as pu avoir deux relations complètement différentes avec tes 2 frères, une un peu plus amicale et l'autre un peu plus paternaliste, mais de toute façon, après, tu n'avais pas le choix, c'était comme ça. Ok. Comment ça s'est passé l'école et quels souvenirs tu as de l'école ? Est-ce que tu avais un prof qui t'a marqué, un instituteur à l'époque, à l'école primaire toujours ? Est-ce que tu avais des bandes de potes que tu as gardées ? C'est une bonne question et tu vois, ça fait partie un peu des petits regrets qu'on peut avoir. Alors c'est pas des regrets, je pense que la vie façonne un peu ce chemin-là et c'est comme ça. Il y a des gens finalement, on emprunte un chemin et puis ils rentrent, ils sortent. C'est comme un train.
prenez une gare, et il y a un moment, il y a des gens qui vont sortir, qui vont prendre un arrêt, et puis bah, vous reverrez peut-être ou pas. Et bah, malheureusement, je n'ai conservé aucun lien d'amitié avec les personnes avec qui j'étais lorsque j'étais en primaire. Je suis parti lorsque j'avais 8 ans, j'ai quitté Nantes pour mutation professionnelle de mon père. Et donc 8 ans, malheureusement, et sans l'arrivée des réseaux sociaux, ben, j'ai pas eu ce levier, ce tremplin utile que peut être les réseaux sociaux lorsqu'il y a un déménagement. Voilà, j'étais un peu jeune, et puis on était très très loin de l'époque encore MSN, Skyrock.com, Facebook, Instagram. Voilà, on était à des années-lumière de ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Et donc voilà, donc en fait oui, d'un point de vue relation amitié, alors j'avais des copains, je me souviens que je me rendais à des anniversaires, etc. C'était génial. Enfance tout à fait commune. Hein. Est-ce que j'avais des profs qui m'aimaient bien? Est-ce que j'avais des instits qui m'aimaient bien? Ouais, j'ai la chance. Enfin, c'est assez marrant. J'étais loin d'avoir un petit peu le profil modèle entre guillemets. J'étais loin d'être, je pense, plus beau gosse. Mais par contre. J'étais gentil. J'étais un petit garçon qui était gentil. Je pense que j'avais au moins ça pour moi. Et c'est vrai que ça me permettait d'avoir l'affection de certains instits, certains profs. Et donc, oui, je me souviens de quelques instituteurs que j'avais. Alors après, de donner des anecdotes aujourd'hui, j'étais jeune. J'en aurais pas en réserve. Mais oui, j'ai eu la chance quand même d'évoluer dans une école qui s'appelait Sainte-Marie, à Basse-Goulaine, en périphérie nantaise. Et ça s'est très, très bien passé pendant les 8 premières années de ma vie. Ok, super. Et tu avais un rêve quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu serais grand? Waouh. J'avais un rêve, ouais. C'est assez marrant parce qu'on est à des années-lumière, encore une fois, de ce que je fais actuellement. Quand j'étais petit, j'aimais énormément les animaux. Et en fait, la vocation, du moins l'idée que j'en avais à ce moment-là, c'était de devenir vétérinaire. J'aurais souhaité devenir vétérinaire. Alors, j'étais pas le petit garçon qui voulait devenir pompier, policier, bien que dans mon entourage, tout le monde voulait faire ces métiers-là. Moi, j'avais déjà dans un coin de ma tête l'envie de sauver des vies, même si c'était des vies animales, entre guillemets, et j'aimais profondément les animaux, et voilà, c'est un métier qui me faisait rêver. Ok, super. On va passer à une question un peu plus légère. Ok. Et quand je dis légère, c'est un peu plus soft. Est-ce que tu te rappelles de petites croyances que tu avais quand tu étais petit, qui étaient en grandissant, tu t'es aperçu que ça n'existait pas? Alors, on me l'a inculqué, mais je pense que c'était aussi à des fins utiles. C'est un truc que j'ai en réserve. Je suçais énormément mon pouce quand j'étais petit. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une idée préconçue ou si, en réalité, il y a quelque chose qui tient la route là-dedans, mais je pense que c'est vrai, c'est quand même basé sur quelque chose de fondé. C'est que, en suçant mon pouce, ma mère me disait, écoute, tu vas finir par avoir les dents tellement avancées que un jour, finalement, tu seras contraint d'avoir un appareil dentaire. Et du jour au lendemain, elle m'a mis une espèce de frayeur. J'ai totalement arrêté de sucer mon pouce. Okay. Ça a été très soudain. Alors, je pense qu'elle avait quand même peut-être raison. Je pense que c'était quelque chose même de fondé. Même si c'était brutal. Hyper brutal, mais je pense qu'elle avait raison. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Après, on est passé au niveau collège. Donc, toi, collège, oui. Tu arrives dans le sud de la France, c'est ça? Tout à fait. Parce que tu me dis 8 ans, tu pars de Nantes. Est-ce qu'après Nantes, t'es parti où? Alors, je suis parti de Nantes pour mutation professionnelle de mon paternel. En fait, mon père. Il faisait quoi? Alors, mon père était, alors j'y étais parce qu'en fait, il est devenu chef d'entreprise dans la foulée, mais il était ingénieur technico-commercial. Il travaillait pour une entreprise en Vendée qui achetait des machines de conditionnement et en fait, il intervenait sur des lignes. Okay. Et puis, du coup, il modifiait des lignes, il implantait des machines. Ça pouvait être des banderoleuses, des palettiseurs. Je sais pas, une petite anecdote, c'est, je pense qu'on a tous vu cette pub un peu de Citroën avec les robots qui travaillaient sur les voitures là. Oui. Ça te parle, les robots Fanuc? Bon voilà, mon père travaillait avec ces robots-là. Okay. Et du coup, c'était tout ce qui était automatisme industriel. Okay. Alors, c'est le dada de mon père. Et donc, il a travaillé là-dedans pendant des années jusqu'à fonder sa boîte. Et donc, finalement, il s'est vu décerner un secteur. Il est devenu commercial pour la région PACA. Et donc, c'est tout bonnement que la première année, je pense qu'il avait besoin de prendre la température. Il a déménagé à Bourg-en-Bresse. On a fait une année un peu de césure, entre guillemets, pour ma mère, dans le sens où, voilà, mon père rentrait le week-end, mais il s'est fait une année un peu seul à Bourg, le temps de prendre la température. Et après, je me souviens de mes parents sur Nantes qui nous disaient, voilà, vous allez avoir le choix entre deux maisons. Ils nous ont laissé le choix à ce moment-là. Soit c'était Carpentras,
soit c'était Valréas, et puis je sais pas, avec mon frère cadet, on s'est dit, bon, bah, la maison de Carpentras a l'air sympa, et donc on a déménagé route d'Aubignan à Carpentras. Ok. Et donc je suis arrivé en septembre 2001, je crois que c'était la veille de la rentrée scolaire, donc j'ai été catapulté en école privée Saint-Joseph, pas de gonzesse, enfin voilà, quoi. Bref. Et donc j'ai fait toute ma scolarité CE2 terminale à Saint-Joseph, sur Carpentras, dans un établissement Ok. privé. Et comment avec le recul, tu visualises ces années collège? Est-ce que ça s'est bien passé? Avec du recul, et franchement c'est assez marrant, mais je crois que l'être humain, il a quand même cette bonne habitude de garder que le positif. Même dans une relation qui est compliquée, on ne tire que des choses positives. Il y a des enseignements, évidemment. Il y a des souvenirs, des fois, qui sont pas toujours agréables. Euh, une partie de moi dirait qu'il y a un moment, je pense que j'ai été un peu la tête de Turc, entre guillemets. J'étais pas la personne à abattre, mais je me sentais pas bien dans ma peau. J'avais la chance, entre guillemets, ou j'ai eu la chance de grandir très très vite. Jusqu'à ma fin de primaire, jusqu'au CM2, j'étais assez... est-ce que je peux dire corpulent? Non, mais j'avais un léger surpoids. J'étais un peu mou, on va dire ça comme ça. Et arrivé au collège, j'ai eu une poussée de croissance. J'ai grandi très rapidement jusqu'à dépasser la majorité de mes camarades. Et j'étais très, très, très élancé. Et je crois que je manquais profondément de confiance en moi. Ok. Et que ce soit, bon, après, il y a des schémas qui ont été sans doute ancrés, hein, et j'ai essayé de contrebalancer ça après d'une autre manière plus tard. Mais mes années collège, je dirais que j'étais un élève sérieux, mais loin d'être modèle. C'est-à-dire que j'étais plus de l'école de je fais mes devoirs, je fais le minimum, je bachote, de bah, je passe ma vie à travailler. Voilà, j'étais pas l'intello. Non, loin de là. Et par contre, je pense que j'étais assez sérieux, Ok. assez rigoureux. Voilà. Ok. Et tu avais une bande de potes à ce moment-là? Tu t'es fait une bande de potes, tu arrives comme ça de la région nantaise, tu descends, et là tu te fais une bande de potes assez rapidement quand même. Est-ce que ça a été un peu plus compliqué? Comment ça s'est passé? Écoute, je dirais que la bande de potes, ça s'est fait plus tard. Entre le collège et le lycée, dans les faits, en primaire, pas de bande de potes. Tu sais, t'as des petits copains, puis t'as pas d'effet de bande. Je pense Tu que joues avec tout le monde en fait. c'est ça. Je pense que c'est... je sais pas si on peut dire que c'est malsain. Je pense pas que ce soit le mot adapté. Je dirais qu'il y a une forme d'innocence dans la jeunesse. Bon, après, ça a pu changer aujourd'hui, hein. Mais il y a un côté qui est très dur chez les enfants, chez les adolescents. Et quand tu as une bande de potes, forcément, ça signifie aussi, quand tu choisis, c'est aussi renoncer. Et finalement, tu fermes des portes à d'autres personnes. Et donc, il y a des gens qui peuvent se sentir un peu plus isolés facilement. Donc, je dirais que à la primaire, en primaire, je n'avais pas vraiment de bande de potes. J'avais des petits copains à droite à gauche. J'avais un super pote en CM1, CM2. Puis pareil, après, bon, voilà, la vie fait que, bah, voilà, il y en a qui changent de voie, qui changent d'école, de bahut. Au collège, ça s'est matérialisé différemment parce que j'ai eu la chance, de la 6e à la 3e, finalement, d'évoluer avec la même classe. Ça, c'était génial. C'était génial parce que ben, tu as un groupe de potes et puis même des voisins qui vivent non loin de chez toi avec qui tu peux aller à l'école à pied. Et, oui, j'ai gardé la même bande de potes au collège, entre guillemets. Ouais. Ok. On allait voir les filles à l'Immaculée Conception. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus loin parce que maintenant c'est Oui, ils ont il y a regroupé une tout. synergie, ouais, tout à fait. Effectivement. Ok. Et ton rêve à l'époque était donc quand tu étais petit de devenir vétérinaire. Aujourd'hui, à ce moment-là, donc au collège, c'était toujours le même. Est-ce qu'il avait évolué? Est-ce que tu voulais faire autre chose? Alors, je crois que jusqu'à mon arrivée au lycée, je ne me suis pas détourné de cette volonté de devenir vétérinaire. Okay. Ça s'est vraiment inscrit et ancré dans le temps. Alors, est-ce que c'était, entre guillemets, suivre un peu la voie de mon père? Mon père avait fait des études scientifiques et il y a ce schéma un peu ancré dans ma famille où il faut être bon en maths. Voilà. Et mon père, je pense, a eu cette capacité ou voilà, ce truc des fois de nous ancrer des schémas qui soient bons ou moins bons. Et donc, il fallait être bon en maths. Et donc, c'était aussi peut-être, me concernant, une volonté que j'avais de ne pas décevoir mon père et finalement de partir sur une voie un peu scientifique parce que c'était mieux vu. Voilà. Okay. Et donc, j'ai eu cette volonté de devenir vétérinaire. Si je devais aujourd'hui te dire que c'était un rêve, je pense que je me méprendrais. Parce que j'étais pas un enfant qui rêvait beaucoup. Je pense que je rêvais d'ailleurs pas assez grand. Je rêvais pas assez grand, j'avais pas de but en tant que tel, à part à mon jeune âge de devenir un jour ceinture noire de judo, de pouvoir obtenir mon permis de conduire, de pouvoir fonder ma famille. Je rêvais pas suffisamment grand
pour mon jeune âge. Et à regret, peut-être que j'aurais dû m'ouvrir un peu plus de portes et je l'ai fait plus tard. Mais non, voilà, c'est vrai que pas de rêve en tant que tel, hormis de vouloir devenir vétérinaire plus tard. Ok. Et tu parles de judo, mais ça lance la question que je voulais te poser après. Bien sûr. Au niveau des hobbies, quand je dis hobby, enfin sport et tout ça, qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? Est-ce que tu étais plus sportif? Ouais. Est-ce que tu étais plus littéraire en faisant des cours de théâtre, d'écriture ou autre? Je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là au collège en dehors des cours? Eh ben écoute, c'est bien, ça fait un parallèle par rapport à la personne que j'étais. Euh, J'étais un enfant très, très réservé, très timide, mais timidité un peu maladif. Donc là, bon, on comprend bien que j'étais introverti. J'avais une espèce de peur bleue de voir les gens, de leur demander des choses, presque la peur un peu de déranger, de gêner. Et c'est quelque chose qui s'est inscrit vraiment dans le temps. Et il y a un sport que j'ai commencé à pratiquer lorsque j'avais 6 ans. Donc, j'ai commencé sur Nantes, ça m'a suivi sur Carpentras. Euh, Mes parents tenaient absolument à ce qu'on fasse du sport. Ils tenaient absolument à ce que le sport fasse aussi partie inhérente de notre identité. Et je pense qu'ils nous ont mis là-dedans, enfin ils m'ont mis là-dedans, moi, à l'époque, sans trop savoir. En fait, le judo avait quand même une connotation positive dans la tête des gens. C'était Bien un sûr. sport qui créait du coup des valeurs, des gens valeureux. Et qui permettait finalement à un être humain d'adhérer à un collectif et de se sentir bien, de s'épanouir. Et donc j'ai adhéré à ce sport-là lorsque j'avais 6 ans et en fait ça m'a suivi toute ma vie. Alors ça a été un pari gagnant, mais je pense que ce pari-là, il n'a pas été gagné aisément, dans le sens où j'ai jamais été quelqu'un de... comment je puis dire? Rien n'a été facile en fait. Rien n'a été facile, rien n'a été acquis. Tout a été un peu gagné, tout a été de la labeur. Et surtout, il y a un maître mot qui pourrait me caractériser, c'est la persévérance. C'est-à-dire que ce soit dans le fait d'acquérir une technique de judo, que ce soit dans le fait de lutter contre soi pour aller en compétition, tout a été compliqué, c'était un combat. C'était un réel combat et le plus dur, c'était ça, c'était de se confronter un peu à soi-même, à cette image que je me renvoyais dans le miroir, de me dire que j'étais pas à la hauteur, j'étais pas assez, et qu'il fallait que je m'améliore finalement. Et donc le judo m'a suivi et pendant encore 12 ans, jusqu'à l'obtention de ma ceinture noire lorsque j'ai eu 18 ans. Donc Ok. ça a été une vraie concrétisation. Ouais. Et je pense que je vivais un peu dans l'ombre de mon père, tu vois. Ça fait Ok. partie un peu, pas de mes fardeaux, mais ça fait partie des choses qui m'ont façonné et j'en ai conscience aujourd'hui. Ouais. C'est que pour mon paternel à l'époque, voilà, c'était le jour où tu seras un homme pour moi, c'est quand tu auras ton baccalauréat, Ouais. ton permis de conduire, ta ceinture noire de judo. Ok. Voilà. Et finissez vraiment sur ta ceinture noire de judo. Ok. Donc ça a une certaine connotation pour moi parce que c'était, voilà, je voulais pas le décevoir. Et donc, en fait, tout s'est aligné. Mais par contre, beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation. Et voilà. Ok. Et au niveau donc collège, tu disais introverti. Oui. Est-ce que tu avais eu des chéris? Est-ce que tu commençais à avoir des petites amourettes? Ou du coup c'était trop compliqué parce que tu étais trop timide pour aller voir les gens? Eh bien, écoute, ça fait partie. Bon, attention à ce que je vais dire, mais ça fait partie des petits points positifs des réseaux sociaux. Alors, je sais pas, bon, pour ceux de mon âge, ils tiennent forcément, mais pour ceux qui ont une trentaine d'années, vous avez connu ça aussi. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque MSN, Skyrock.com? Je dois dire que ça a été vraiment le tremplin qui m'a permis de pouvoir un peu compenser mon excès de timidité. J'étais incapable d'aller voir une fille dans la rue. Le fait d'avoir été dans un établissement privé, et en plus uniquement avec des garçons, me confronter à la jante féminine, mais bon, il y a un moment, vous comprenez bien, 11-12 ans, vous commencez à avoir les trucs qui titillent, les hormones. Et en fait, MSN, ça a été le moyen un petit peu de faire face à cette timidité et puis de pouvoir échanger, discuter. Donc, est-ce que j'ai eu des petites copines? Oui, j'ai eu des petites copines à 13 ans. Je me souviens que j'avais une copine qui était à l'Immaculée Conception et je me souviens que j'allais la voir le matin avant de commencer l'école, j'allais la voir le soir. J'étais quelqu'un qui vivait le truc à 100%. C'est-à-dire que quand je me mettais en couple, il fallait que... Enfin, je vibrais pour deux. Et peut-être trop, même. Ok. Et donc, peut-être ça avait tendance à me brûler les ailes des fois. Mais oui, j'ai eu des petites copines. Voilà, là-dessus, je pense que j'ai pas à me plaindre. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas eu cette époque réseaux sociaux MSN, Skyrock.com, T'aurais fait différemment j'aurais sûrement. peut-être fait différemment. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a bien aidé pour certaines personnes très Complètement. introverties. Ouais, je comprends. Et il y avait à l'époque les gens qu'on appelait
les dragueurs d'MSN. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ils étaient incapables d'aller voir une fille ou de discuter avec quelqu'un. Et sinon, tout le temps, ils étaient en train de chercher toutes les filles sur MSN. Et bon, Avec ça les whiz. avec les whiz et tout ça. Exactement. Ok. Bon, alors du coup, la question un peu plus légère. Est-ce que tu as déjà eu des râteaux? Et est-ce que tu as une anecdote de râteau de ces années-là ou un peu plus tard, je sais pas, mais qui t'a marqué ou qui te fait rire maintenant ou pas, ou qui t'a marqué, quoi? Ouais, j'ai peut-être une anecdote de râteau. Je me souviens qu'en cinquième, alors bon, mes parents ont pas toujours fait les meilleurs choix du monde, mais il y a un truc qu'ils ont fait qui était bien, et d'ailleurs, bon, ça me permet de faire un parallèle, mais c'est de nous avoir laissé le choix par rapport à la religion. Ils nous ont pas imposé de religion, et donc on a eu la chance de pouvoir choisir. Alors c'est vrai qu'étant dans un établissement catholique, c'est vrai qu'il y avait quand même 90% de chances qu'on se dirige vers la religion catholique et chrétienne. Oui, parce que c'est celle qui t'avait été proposée. C'est ça. Donc il y avait quand même moins de chances qu'on parte sur une autre religion, mais on a quand même eu la chance de pouvoir dire oui ou non, et on a suivi un cursus, en plus de la partie scolaire, de 2 ans de préparation au baptême et à la première communion. Si j'en viens là, c'est parce qu'en cinquième, on nous permettait de faire la confirmation, et donc à l'époque, que ce soit les établissements de Carpentras, finalement, réunissaient les garçons et les filles. Bon, je crois que ça fait partie de nos premières expériences avec les filles. Enfin, on a essayé du moins. On est parti à Saint-Michel de Frigolet, donc c'est un lieu un peu culte où les jeunes se rassemblaient, et finalement on passait 2-3 jours où il y avait de la confirmation avec, bon, vous doutez bien, des messes, des repas, etc. Et oui, je me souviens d'un big râteau. Alors, j'ai un doute sur le prénom, mais je me souviens avoir eu le courage d'aller la voir et lui dire qu'elle me plaisait, et elle m'a fait comprendre que c'était pas trop réciproque. Voilà. Et donc oui, ça faisait partie des petits loupés, hein. Après, ça forge, hein. Ça forge. Et voilà, après te dire exactement ce qui s'est passé, j'ai un gros doute, et je pense que j'ai essayé d'occulter cette partie-là de ma mémoire pour essayer de gagner un peu de la confiance en moi. Ouais, je comprends. Mais il faut. Mais de toute façon, c'est ce qui te forge, hein. Les râteaux comme ça. Enfin, sans tout le monde en a vécu et en vivra sûrement encore, hein, mais. Après, j'en ai pas eu beaucoup. Tu sais pourquoi? Je pense que j'avais la peur de l'échec. Ouais. Ah oui. Donc si j'étais pas sûr, je me lançais pas. Ouais. Tu y allais une fois et Saint-Michel de Frigoulet et puis c'est terminé. Si j'étais pas sûr, je me lançais pas. Ok. Alors maintenant, on passe au passage du lycée. Donc là, on a fait collège. Oui. Maintenant, lycée. Comment tu vois ton lycée? Je crois qu'il me semble que c'est le moment de la réunification des 2 îles dans Koh-Lanta. Donc la réunification Immaculée et Saint-Joseph. Pour ceux qui habitent Carpentras, ils savent que c'est ça. C'est génial. Mais donc du coup, on est sur la réunification. Comment tu vis ce moment-là? Comment tu te souviens de ton année lycée? Et en plus de ça, on devait faire des choix à ce moment-là de direction, en tout cas. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as fait comme cursus derrière et ça? Ok. Eh bien, écoute, purée, c'est bien, ça met un peu de piment, c'est croustillant. On va dire que j'ai vécu, je pense, ma première vraie désillusion amoureuse l'été de ma 3e. Je suis un cursus tout à fait commun, 6e, 3e, ça se passe assez bien. Je fais une 6e relativement light, je passe correctement. 5e, j'ai été bon, je pense que j'étais sur une année où j'étais studieux, et puis mon père avait tendance à nous mettre des carottes pour pouvoir... Je me souviens qu'à l'époque, à Noël, il nous disait, écoutez, si vous êtes dans les premiers de la classe, dans les 3 premiers, je vous achète une PSP. Voilà. Donc, mettez des carottes à vos enfants, ils travailleront mieux. Voilà. Et donc, 4e, ça se passe bien. 3e, ça se passe bien. Voilà. Jusqu'à la seconde, tout va bien. Et l'été de ma 3e, malheureusement, j'ai une grosse désillusion amoureuse. Je me souviens que j'ai discuté avec une fille là, sur skyrock.com. J'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment c'est possible d'avoir rencontré des gens sur skyrock.com avec des... Tu sais qu'ils ont supprimé les skyblogs il y a pas longtemps. Mais tant mieux. Ils ont supprimé Skyblog. Je suis dégoûté parce que j'avais un Skyblog qui était pourri et j'adorais le regarder pour me rendre compte de l'époque où on était allé et ce qu'on faisait. Et j'étais dégoûté quand ils l'ont supprimé parce que je me suis dit, purée, je pourrais plus retrouver ça, quoi. Bah, tu vois, c'est une anecdote que j'aurais dû ressortir. Et bon, là, par contre, c'est une anecdote, mais qui est vraie. Fut un temps où je faisais de la tectonique. Et justement, le Skyblog, c'était x-tectochic-pierre. Et tu sais, on mettait le E, c'était un 3. Bref, et j'ai une amie qui se fait un malin plaisir à me le ressortir toutes les années, donc je suis ravi d'apprendre que ça a disparu du continent. Ça n'existe plus du tout, donc plus personne ne peut retrouver ce que tu avais sur Skyblog. Oh, tant mieux. Tant mieux, ça m'aurait suivi jusqu'à la tombe. Donc du coup, tu vis une désillusion avec cette fille que tu as rencontrée sur Skyrock.
.com là, Ouais. et après du coup t'arrives au lycée, t'arrives un peu du coup client. Ouais, tu sais, j'avais pas cette, je pense, Elle j'avais était, pas cette excuse-moi de te maturité-là. couper, mais elle Oui. était dans le même lycée que toi? Non, non, Ok. non. Enfin, j'avais rencontré cette fille-là sur les réseaux sociaux et j'avais été la voir sur un week-end sur Apt. On passe le week-end ensemble et je rentre à la maison. Plus rien. Plus de son, plus d'image. Là, je vous assure, la vie, elle vous met des claques dans les fois dans la gueule. Et ben, ça faisait partie de... De ce moment-là. Celle-là, elle était brutale. Elle enseigne direct. Donc, j'ai passé un été, pour ne pas dire catastrophique. Je vivais le truc tellement à 100% que je me faisais du mal, en fait. Je me flagellais psychologiquement en me disant, mais qu'est-ce que tu as pu faire? Il n'y a rien de pire que finalement de laisser la personne comme ça dans une forme d'attente. Et j'avais pas d'explication. Ouais. Si bien que j'ai fait une petite folie durant l'été. Je suis parti la voir sur Apt en vélo en partant de Carpentras, un VTT, le col de Murs, etc. J'ai tapé Génial. 100 km dans la journée, sans eau. Je te raconte pas, je suis arrivé le soir à la maison dans un état de déshydratation, j'avais une pâteuse, là, j'arrivais plus à parler. Bref, donc ouais, des fois on fait des trucs un peu cons, mais c'est bien, ça fait des bons souvenirs. Et donc je suis arrivé en seconde, malheureusement, je pense que j'avais pas la tête au cursus scolaire. Ok. J'arrive en seconde, comme prévu, voilà, il y avait, comme tu disais, le début un peu des choix. Est-ce qu'on part en scientifique, est-ce qu'on part en économique? C'était assez simpliste, voilà. C'était soit tu étais scientifique, soit éco, soit littéraire. Voilà, on classifiait les gens comme ça. Je crois que ça a un petit peu évolué encore depuis. Il y a des Ça a histoires de- évolué parce que là maintenant tu peux choisir tes cursus comme tu le souhaites. Ouais. C'est-à-dire que tu peux prendre de la philosophie, des mathématiques Génial. et de l'économie. Tu fais vraiment ce que Une tu salade veux. de fruits, quoi. Voilà, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu en choisisses 3, je crois, et tu le D'accord. fais comme ça. Bon, après, je suis pas un expert, mais je crois que c'est ce qui se passe, quoi. Et donc, à l'époque, il y avait une histoire, c'était matière liée à l'ingénieur, etc. On faisait des branchements électriques en seconde, je me souviens de ça. Donc, c'était le choix que j'avais fait. Et puis, franchement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Au-delà même de ma petite désillusion et des péripéties amoureuses, je crois que le côté scientifique ne me correspondait pas tant que ça. Et donc, je fais une année un peu bancale. Je fais une année en dilettante, entre 10 et 11 de moyenne. Et j'étais un peu border, quoi. Et le directeur, à ce moment-là, prend la décision de me faire redoubler. Dur, parce que j'ai un père qui n'accepte pas trop l'échec. Et bon, ma mère l'a pris avec sérénité. Elle avait tendance à davantage tempérer. Mon père était trop dur, trop raide, trop extrême, finalement. Et donc, j'ai connu l'armée très tôt, sans avoir fait mon service militaire. Et donc, quand j'ai redoublé, il n'était pas ravi de cela. Mais pourtant, et moi non plus, j'étais pas ravi de redoubler, de refaire une année, de tomber avec des gens qui seraient peut-être un peu plus jeunes que moi. Et ça a été génial. Parce que finalement, ça a été une année qui m'a clairement sécurisé sur le plan mental, sur le plan psychologique, dans ma façon un peu de voir les gens, de rencontrer d'autres personnes. Et voilà. Donc ça a été une année compliquée parce que finalement, j'étais plus avec les personnes avec qui j'étais pendant 4 années. Du coup, de la 6e à la 3e, j'avais un groupe de potes. Je l'ai perdu sur la première année de seconde. Et finalement, tu redoubles et puis tu rencontres d'autres. Et puis la 2e année de seconde, ça a été forcément finger in the noise. Tu redoubles, ça se passe beaucoup mieux. Génial, quoi. Génial. Et puis ça a été aussi un virage dans ma vie parce que j'ai quitté le monde du scientifique pour le monde de l'économie. Voilà, je suis parti en économie sociale. Et donc, il allait falloir revoir un peu ses plans parce qu'en ES, pour devenir vétérinaire, c'était compliqué. Ça collait pas. Ok. Bon, donc tu as changé ça. C'était le moment de la première soirée. Ouais. Est-ce que tu as passé de bonnes premières soirées? Comment ça se passait avec les potes à ce moment-là? Est-ce que c'était les premières soirées, c'était assez calme, ou est-ce que tu as des souvenirs de ces soirées-là? Comment ça se passait? Sans dire trop, un peu importe. Non, on va rester vague. J'étais un enfant qui faisait pas de conneries, je faisais pas de bêtises. J'étais un peu pas le fils modèle, mais j'étais le fils suiveur. C'est-à-dire que mon père partait énormément en déplacement. Quand il rentrait, il fallait être au garde à vous, littéralement. Hein. J'ai connu l'armée très tôt, c'est-à-dire que je rentrais de soirée, parce que j'ai commencé à sortir à 16-17 ans. Il fallait absolument que mon père connaisse mes amis. Il fallait absolument que, même si je sortais en boîte plus tard, j'étais levé à 5-6 heures. Allez, non, j'abuse. 7 heures le matin. Je suis rentré à 5 heures. À 7 heures, tu étais debout. C'était très brutal. Donc, on va dire que je ne m'infligeais pas, mais j'avais besoin de m'évader quand je partais en soirée.
Et donc, quand tu es dans un milieu où le catalyseur, c'est un père qui est très rigide, forcément, derrière, vous doutez bien ce qui se passe. Eh ben, c'est banzai. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, ça a été, les soirées, c'était génial parce que, forcément, voilà, on commençait à boire un peu d'alcool, etc. Voilà, tout le monde a été jeune, vous comprenez. En restant quand même le plus raisonnable possible. Alors, oui, des fois, il y a eu des petits loupés. C'est pas du tout un conseil que je donne à des jeunes, mais oui, il a dû arriver une fois où j'ai dû conduire un petit peu alcoolisé. Voilà, ça a pu arriver, et puis c'est pas du tout un conseil que je donne, et c'est pas quelque chose que je reproduirais à l'heure actuelle, surtout étant devenu papa. Mais oui, les soirées étaient géniales, c'était vraiment le moment pour m'évader, c'était un peu l'exutoire. Tu faisais ta semaine à l'école, et puis t'attendais que ça. Le vendredi, le samedi, on envoyait. Ok. Et toi qui étais très introverti Oui. quand tu étais petit, adolescent, est-ce que je te pose cette question parce que je l'ai vécu comme ça moi l'année où j'ai redoublé. Oui. L'année où j'ai redoublé, j'étais plus avec les mêmes collègues Mhm. et en fait je n'avais plus ce même poids et cette même place dans la classe, Oui. dans ce groupe d'amis. Et du coup j'ai pu me recréer la place que je souhaitais avoir à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai redoublé, il y a une personne qui devait redoubler avec moi et j'espérais qu'elle redouble pas avec moi parce que si elle redoublait avec moi, en fait, cette personne n'avait pas une emprise sur moi, mais en fait, je me disais, il fallait que je la fasse rire parce que c'était une personne qui avait une prestance et tout ça. Et en fait, quand elle est partie, eh ben, en fait, je me suis dit, c'est moi qui vais la remplacer, entre guillemets. Et donc, je vais devenir cette personne qui a la prestance. Et donc, je dis pas du tout que j'avais une prestance où les gens se disaient ah Étienne c'est le chef de meute, mais entre guillemets je m'étais replacé en me disant maintenant je ne suis plus sous les gens, je suis soit à leur égal soit un peu au-dessus en me disant voilà je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour la classe comme j'ai pu faire moi après au BTS ou organiser soirées étudiantes et soirées tout ça et en fait de retrouver une place de meneur que je voulais et que je pouvais pas avoir parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, savoir, est-ce que toi, quand tu as redoublé et que tu t'es fait une nouvelle bande de potes, est-ce que tu as pu sortir de ton côté introverti et de te lancer en tant que Pierre, le nouveau Pierre, entre guillemets? T'as raison. Alors, sans mauvais jeu de mots, je crois que ça a été un peu la première pierre à l'édifice. Euh, Au collège, je pense que j'étais vraiment une personne qui était. Il y a des gens qui sont, comme tu dis, un peu meneurs. Tu as des gens qui sont suiveurs. Je pense que j'étais le suiveur. J'étais le bon pote. Le bon pote, bonne poire. Et je disais rien. Et donc, malheureusement, j'étais dans l'ombre un peu des gens. Et en redoublant effectivement la seconde, il y a une autre facette de ma personnalité qui est ressortie. Effectivement, comme tu le dis, je pense que j'ai eu besoin un peu de m'affirmer. Et pas d'écraser les gens, de les Non, mépriser, non, bien c'était sûr. pas du tout mon... Non, non, c'était de Non. de les aider à avancer, mais en fait d'être avec eux, mais que ça soit Pierre. Pierre, il avait une autre place et il était un peu plus. Il J'étais était un peu plus- considéré, voilà. je voulais être un petit peu vu, entre guillemets, et donc ouais, c'est ça. Je pense que j'avais besoin d'être un peu dans l'affirmation de moi sur les années un peu d'adolescent, hein, tu te cherches finalement. Et comme tu le dis, ouais, c'est ça. C'est que je pense que c'est un bon résumé de la situation. Le fait d'avoir redoublé cette classe et inconsciemment m'a permis de me redécouvrir, de refaçonner une forme d'identité parce que j'étais totalement effacé finalement. Ok. Tu continues le judo. On arrive à tes 18 ans, ceinture noire. Qu'est-ce que ça te fait? Euh, Parce que c'était un rêve. un grand sentiment de fierté, limite un sentiment d'accompli. Tu vois, un accomplissement parce que rien n'a été facile. Je peux même pas dire que j'étais bon en compète. Il y a une phrase que ma mère m'évoque et souvent je trouve qu'elle me caractérise bien. J'avais aucun talent. Et moi, enfin, si on devait parler d'un manga, j'étais un peu Naruto, tu vois. J'étais pas du tout Sasuke Uchiwa. Moi, le talent, je connais pas. Euh, Par contre, et au-delà du système scolaire, j'étais quelqu'un de persévérant. J'avais besoin d'évoluer, d'aller au fond des choses. Et donc, quand je débutais, eh ben, il fallait que je finisse. Non, il n'y a pas de fin dans le judo, mais je voulais aller au bout du truc. Et donc, quand j'obtiens la ceinture noire, profonde fierté en fait, fierté personnelle et puis la fierté aussi de mes parents, parce que en fait, je l'ai dit, je l'ai fait, et t'amènes une forme de cohérence. Et ça, c'est super important, la cohérence. C'est quelque chose qui m'a desservi après dans mon choix d'études, tu vois, et je suis content parce que à mes 18 ans et demi à peu près, j'étais en terminale à ce moment-là. Je me souviens avoir enchaîné 3 semaines de compète. Pour devenir ceinture noire, il y a différentes épreuves à passer, notamment des points. Il y a des épreuves techniques, il y a un système d'arbitrage et il y a des katas. Et
il y a une personne, en fait, symboliquement, qui était un peu comme mon petit frère. On se suivait depuis X années. On a tout fait tous les deux. Il a eu un peu avant moi et je crois que ça m'a donné un peu une forme de pression, mais positive, dans le fait de me dire, je vais pas me laisser devancer, en fait, hein. Il faut que moi aussi, j'obtienne cette ceinture noire. C'est impératif. Alors, c'était de l'ego, mais pas mal placé. Voilà. Et donc, je me souviens avoir effectué sur 3 semaines, 2-3 week-ends, des compétitions sur Gap, Marseille et Narbonne. Et en fait, j'ai obtenu ce petit label, cette ceinture noire. Ça, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. C'est une très très grande satisfaction. C'est pas quelque chose que je note sur mon CV, mais ça fait partie des choses qui m'ont rendu assez fier de la personne que je suis. Ok. Voilà. Ok. Tu passes le bac. Oui. Tu as eu le bac. Tu dois choisir un cursus. Tu choisis quel cursus après? Eh bien, pourquoi écoute, je crois que je me suis pas écouté. Je me suis pas écouté parce que je suis resté dans un espèce de schéma inculqué par mes parents où il y avait des professions peut-être plus nobles que d'autres. Il y a des choses qui sont mieux vues, etc. Et c'est assez marrant que j'ai évolué dans ce discours-là parce que je suis petit-fils et arrière-petit-fils de paysans. Je suis breton d'origine. Depuis des centaines d'années dans ma famille, c'est la terre. Je suis une personne issue de la terre au départ. Et donc, c'est des milieux qui sont modestes. L'agriculture, énormément de travail. Donc, ça fait partie des valeurs qui m'ont été inculquées, la labeur, le travail. Mais on m'a pas poussé à faire ce que j'avais envie de faire. On m'a poussé à partir dans une voie peut-être un peu plus noble. C'est pas la faute de mes parents, hein. J'ai fait ce choix-là en conscience. Je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à la génération actuelle et puis même future, n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'échouer et de vous dire mince, c'est pas la bonne voie. Je reprendrai une phrase c'est même un réel qu'a fait l'acteur de Kaamelott, là, il s'appelle Alexandre Astier. Alexandre Astier, qui est génial. C'est pas grave de se planter une journée, 2 journées, 3 jours. Personne ne peut faire imperfect. Par contre, si pendant 4 ans de ta vie, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, là, c'est grave, il y a un truc qui ne va pas. Et je trouve que c'est génial parce que c'est riche de sens. Donc, n'ayez pas peur de vous planter et surtout, n'ayez pas peur de vous informer. N'ayez pas peur de faire des stages. N'ayez pas peur d'être curieux parce que c'est pas grave de ne pas savoir ce que vous allez faire de votre vie. À 17-18 ans, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie et ce jusqu'à 25 ans. Des désillusions, j'en ai connu et je suis certain qu'avec la génération dans laquelle nous sommes, on en connaîtra d'autres. Très peu de gens actuellement font 10, 20, 30, 40 ans dans la même boîte. Ce n'est plus le monde que connaissaient nos parents et nos aïeux. Et c'est ok, c'est pas grave. Donc ouais, n'ayez pas peur de vous planter, faites des erreurs, faites plein d'erreurs. C'est pas quelque chose qu'on peut regretter. Par contre, de rester à un endroit qui nous convient pas, ça, il y a plus de chances. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc en fait... T'as fait quoi comme cursus? Je suis parti en DCG. Je suis parti faire une classe préparatoire à l'expertise comptable. Donc du coup, je pars faire un diplôme d'expertise comptable. J'avais écouté une phrase de ma mère qui me disait « Attends, t'as quand même une forme d'appétence pour les maths. » Alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille un peu de matheux et j'étais le moins bon de ma famille. Pourtant, j'ai eu 18 au bac de maths en ES. Bon, le bac était facile à l'époque. Le bac 2012 en maths, franchement, on se sait l'équipe, hein. Je pars faire du coup de la compta. Ma mère me dit « Écoute, tu vas voir, la comptabilité, les maths, c'est la même salade de fruits. » Purée. Oh, le déconvenu de fou. J'arrive en DCG. Pas de chance, je subis une nouvelle désillusion amoureuse, relation de 2 ans, donc j'arrive, je suis un peu abattu, mais t'as pris du galon, tu te laisses un peu moins abattre. Mais je rentre dans un truc où je sors d'un contexte lycée privé, structuré, cadré, à un milieu où ça reste une école, enfin du moins un lycée un peu public, mais il y a un peu moins de cadres. Alors c'est pas la fac non plus, hein, mais j'avais un peu moins de cadre que ce que j'avais lorsque j'étais à Saint-Jean. Et je pense qu'ayant obtenu mon bac, on rentre dans des années de notre vie où finalement, on a envie de profiter. Mais c'est quand même des années qui sont vachement importantes. Et donc, je pense qu'entre le fait de vouloir profiter et des études qui ne me correspondaient pas, ça ne l'a pas fait. Là, le mélange n'était pas bon. J'ai quand même fait 3 ans de licence. Alors, à l'heure actuelle, il me manque encore, je crois que c'était des UC, il me semble, pour le DCG. Il me manque encore 2-3 UC, voilà, par équivalence, avec les notes positives, les moins bonnes notes. J'arrivais à un truc où il devait me manquer 2-3 UC et 2-3 points pour valider le DCG.
Donc, c'est pas un truc vers lequel je me redirigerai aujourd'hui. Si c'est à refaire, je ferai peut-être un VAE plus tard. Mais dans les faits, ça m'aura servi parce que ça m'a permis d'acquérir une forme de lecture comptable avec les stages qu'on effectue. Mais ce ne sont pas des études qui me correspondaient. Ça ne me correspondait pas. Le fait de rester assis à un bureau, alors il a fallu réellement que j'exerce en tant qu'expert pour avoir ce qui m'anime le plus, à savoir l'humain. J'avais besoin de relations humaines, j'avais besoin de sociable, j'avais besoin d'échanger avec les gens. Donc leur apporter de la valeur et du conseil, je pense que ça m'aurait plu. Parce que je me mettais dans une posture, dans une position où, ok, tu viens me voir, je crée de la valeur, tu repars, t'es mieux. Voilà, c'est ça qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, ce qui me façonne, c'est ça. Et donc malheureusement, les études comptables, ça ne me correspondait pas, et puis je suis parti sur autre chose. Ok, donc tu avais fait les comptables. Est-ce que quand tu as fait les études de comptable, est-ce que tu as gardé les mêmes potes à côté du lycée? Est-ce que tu avais toujours ces mêmes potes-là? Est-ce que tu as encore changé de pote parce que tu as changé d'endroit? Et donc, tu réussis pas ce DCG, certes, pas de souci, mais comment tu te sentais à ce moment-là? Alors le DCG, je l'ai vécu comme un échec. Je me suis pas donné tous les moyens nécessaires pour y arriver, mais je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai pas été au bout du truc. J'étais un adolescent, un jeune adulte issu d'une famille, alors classe moyenne. Pas du tout modeste, pas riche non plus, classe moyenne. Et donc, ceux qui sont dans ma situation le savent, quand tu es en classe moyenne, malheureusement, t'as pas les aides de l'État, le Crous, la CAF, tout ça, mais t'as pas forcément non plus l'appui total de tes parents. C'est-à-dire que mes parents avaient acheté des chambres d'hôtes et je pense que ils avaient anticipé, mais pas non plus à 100%. Et c'est pas du tout de leur faute, hein, je leur jette pas la pierre là-dessus, hein, sans jeu de mots. C'est juste que j'ai fait ce choix-là. Ça a permis, vu que je suis resté à proximité sur Avignon, de pas non plus engendrer des frais infinis pour mes parents. Mais très rapidement, j'avais besoin de mon autonomie, de mon indépendance. J'avais jamais eu trop d'argent de poche. J'étais une personne qui était assez effacée. Vis-à-vis de mes parents, je ne demandais jamais rien. J'étais pas le garçon qui était chiant, hein. Ils m'emmenaient que très rarement en soirée. Le peu qu'ils m'emmenaient, je voyais que c'était compliqué. Tu vois. Quand t'es l'aîné, en fait, devenir parent, c'est compliqué et c'est pas évident parce que ça s'improvise pas. Tu peux pas apprendre, il n'y a pas d'école, devenir parent. Donc je sais qu'ils ont appris à devenir parent et moi, à devenir un homme finalement en même temps. Et donc, peut-être qu'ils ont fait des choix différents plus tard, mais j'ai été façonné d'une façon de manière à ce que je sois autonome assez rapidement. Et je suis parti travailler en intérim en fait. Au cours de ma 3e année de DCG, j'ai fait de l'intérim. J'ai connu mes premiers salaires. Alors là, forcément les premiers salaires, t'as beau être quelqu'un de très rigoureux, de très carré, tu les claques. Moi qui n'avais jamais connu l'opulence, je n'avais jamais connu. J'étais pas dans le manque, hein, mes parents ont toujours subvenu correctement à nos besoins, on a toujours très très bien mangé, trop bien mangé. La nourriture chez moi, c'est sacré. Mais on me donnait rien pour sortir en boîte. Voilà, je me façonnais, je me construisais un peu seul là-dessus. Donc le fait de pouvoir travailler, ça a été une forme d'indépendance, les premiers salaires, le fait de pouvoir partir un peu en vacances, profiter et vivre. Et donc, on va dire, je me suis éloigné un petit peu de ce cursus d'études pour derrière y revenir plus tard. Ok. Et donc, du coup, tu as commencé à bosser, tu as lâché un peu le DCG, Oui. tu commences à bosser, c'est quoi ton premier métier? C'est en quoi tu as commencé le premier truc? C'est quoi ton premier salaire? Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que le premier, finalement, il n'a pas le droit à l'erreur. Et quand je vois mon petit frère à l'heure actuelle, je me dis, mais mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont assouplis ou quoi? 18 ans, je crois que je sors de ma seconde ou de ma première. J'ai directement été travailler l'été. Je faisais les saisons. Premier job, je travaille en préparation de commandes au Mistral à Entraigues. Préparateur de commandes, je fais ça, je travaille le matin de 3h à 14-15h. Des bonnes semaines, hein, des semaines bien éprouvantes. Et je pense que quand on est jeune, on a de la chance, on a un corps qui répond hyper positivement. C'est-à-dire que le soir, il m'arrivait d'aller boire un coup ou deux, de voir mes amis. Je me couchais à 22h, 23h, 3h du matin, du lundi au vendredi. J'étais au garde à vous. Il y a eu un loupé durant un été et je me souviens que mon père m'a amené en urgence bosser. Il n'y avait pas de je suis malade, tout ça. Moi, les arrêts maladie, j'ai pas trop connu. C'était pas on va dire, la maison n'était pas faite comme ça. J'ai pas été éduqué comme ça. Donc, premier job, premier salaire, préparation de commande, 18 ans. Non, ça n'a pas été claqué. Ça n'a pas été claqué parce qu'en fait, ces salaires-là,
avait pour but de pouvoir subsister finalement pendant l'année. J'avais pas de bourse, il n'y avait pas de CAF, et j'étais pas la personne qui allait demander de l'argent de poche à mes parents. Alors effectivement, s'il y avait beaucoup de travail, il y avait une forme d'indemnité, si je peux dire, un petit reliquat. Mais dans les faits, ces salaires-là m'ont permis de pouvoir aller, oui, de temps en temps, faire un McDo, etc. Mais j'ai jamais claqué, il n'y a jamais eu de jeu d'argent ou autre. Voilà, je faisais attention. J'étais un Ok. petit peu la fable de La Fontaine. Voilà, j'étais en mode cigale-fourmi, quoi. Ok. Voilà. Tu l'es toujours? Euh, c'est bien quelque chose qui me différencie de mon paternel. Pourtant, je lui ressemble physiquement. J'ai des attraits de sa personnalité de dingue. Et il y a des moments, il y a des choses qui sont hyper positives. Il y a des choses dont j'essaie quand même de m'écarter pour éduquer ma fille de manière un peu différente. Oui. Ouais, j'ai ce truc-là de ma mère. Et ma mère a connu, vis-à-vis de ses parents, en fait, 2 chocs pétroliers en 73-79. Et toujours la peur de manquer, tu sais, de est-ce que je vais réussir à boucler la fin de mois, etc. J'ai 2 parents qui sont très extrêmes. J'ai un père qui est entrepreneur aujourd'hui, ça le dérange pas d'être à découvert. J'ai une mère, si elle est à découvert, elle te fait pas une nuit correcte. C'est full nuit blanche. Je peux pas dire que je sois entre les deux, je suis un petit peu moins méfiant et un peu moins, entre guillemets, sans la stigmatiser, peureux que ma mère. Par contre, je suis pas non plus dans l'opulence comme mon père qui est capable d'avancer de l'argent qu'il n'a pas. Ok. Ça, c'est un truc qui ne me correspond pas. Je pense que c'est un truc vraiment d'entrepreneur. Je suis pas assez rouge d'un point de vue personnalité, je suis très bleu, moi je suis très, très carré, très cartésien. Je réfléchis énormément. Je suis un vrai cérébral. J'ai peut-être un attrait comme ça un peu de femme. Je suis très, très, très cérébral. Et donc oui, je suis toujours quelqu'un qui anticipe et qui pense à l'avenir. Je construis, je diversifie mon revenu, mon patrimoine. Voilà, c'est quelque chose, je pense, en plus sur lequel je me débrouille pas trop mal. J'ai eu la chance d'être assez bien entouré. Et vis-à-vis de mon cursus professionnel, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis en plus de faire des bons choix là-dessus. Ok. Voilà, Donc du coup, tu fais ce premier job-là au Mistral à Entraigues. tout à fait. Tu continues à enchaîner les petits jobs à l'intérim. Et à ce moment-là, quel moment tu décides, c'est bon, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Ce qui m'amène à faire ça, c'est quelque chose qui est assez refoulé en fait de mon adolescence. Je ne m'acceptais pas physiquement, j'avais pas du tout confiance en moi. En plus, c'est une discussion qu'on a eue en off avec Étienne. Et il me disait, je reprends ses mots, mais que de prime abord, je paraissais être une personne pas assez hautaine, mais sûre de lui. Et je lui disais, mais en fait, tu savais, il n'en était absolument rien. Au contraire, j'ai eu un père qui était très très dur. Il y a eu des fois des mots compliqués, et je lui en veux pas, mais je sais que c'est resté ancré pendant pas mal d'années de t'es nul, t'es pas capable, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est des schémas qu'on lègue à nos enfants. Attention, attention aux mots que vous employez pour éduquer vos enfants. Alors, je suis pas non plus partisan de l'éducation positive, de mettez pas de fessées à vos enfants, etc. Je pense qu'il y a un monde entre tout ça, mais nous sommes la somme des schémas qui nous ont été inculqués, et surtout les premières années sont hyper importantes. Donc attention à ça, parce que finalement, vous pouvez, en tant que parent, conditionner de près ou de loin la réussite, et même sans parler de réussite, juste le bonheur de votre enfant, parce que ces schémas-là, ils sont ancrés très très longtemps. Est-ce qu'on peut en sortir? Oui, mais il faut faire un travail sur soi de dingue, c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de développement personnel, et c'est pas évident. Et le sport a été mon exutoire à moi pour sortir de là. Il y a eu le judo. Le judo m'a amené une rigueur exemplaire. Pour moi, c'est l'un des plus beaux sports au monde. Il y a une rigueur de dingue, une discipline à nul autre pareil. Et ça m'a réellement façonné en tant qu'homme, à tel point que j'ai gravé le tatouage judo sur mes côtes, le code moral du judo sur ma colonne. Et c'est des choses qui vont me suivre toute ma vie, que ce soit cérébralement et puis même d'un point de vue ancrage dans tous les sens du terme. Mais il y a une autre discipline qui m'a façonné, qui m'a permis finalement de compenser ce petit manque de confiance en moi, c'est la musculation. Je ne m'aimais pas physiquement parce que j'étais, alors peut-être, j'allais dire chétif, si je vous donne ma taille et mon poids de l'époque, vous allez me dire non, c'était juste une personne normale. Sauf que c'est une maladie un peu de l'esprit finalement. On est prisonnier dans un espèce de carcan de croyances et je faisais pas exception. À 14 ans, je faisais 1m84, ma taille adulte, dans ces eaux-là, et je faisais 65 kilos. Donc j'étais assez longiligne, j'étais très fin.
en termes de morphotype, quelqu'un qui avait beaucoup de mal à prendre de poids. Et donc, la musculation m'a permis de changer. Est-ce que j'aimais ça? Oui, j'ai développé un amour pour la culture un petit peu physique de la musculation, pour l'engagement, la rigueur que ça demande, la discipline que ça nécessite, le temps aussi à passer, et puis même la patience qu'il faut, parce que on se rend compte quand on fait de la musculation que il y a un vrai travail de fond, que rien ne s'obtient comme ça du jour au lendemain. Il y a pas d'acquis. Voilà. Et je pense qu'il y a énormément de belles valeurs qui sont présentes dans cette discipline. Alors, certaines personnes diront que c'est pas un sport. Pour moi, c'est le meilleur des compléments. Mais c'est une discipline vraiment à part entière et qui m'a permis de changer un petit peu physiquement, de pouvoir, avant de développer ma personne d'un point de vue interne, de me développer physiquement. J'avais besoin de développer un petit peu entre guillemets, la structure, la carrosserie, avant de changer l'intérieur. Voilà. Et ça a été un petit peu le catalyseur, la musculation. Ok. Et quelles étaient les rencontres qui t'ont permis de réfléchir à faire le métier que tu fais là, aujourd'hui? Parce que là, aujourd'hui, coach sportif, tu as sûrement eu des personnes que tu as rencontrées, oui, des moments de vie que tu as rencontrés qui te disent, en fait, je vais faire ça maintenant comme métier. Bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs personnes. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui m'ont vraiment permis de pouvoir partir dans ce choix d'études. En fait, j'ai un ami avec qui j'étais en intérim, qui s'appelle Yanis, qui est comme mon frère de cœur. Et Yanis, on était en intérim chez Florette ensemble. Ça fait partie de... quand j'ai arrêté mes études de DCG, j'ai fait de l'intérim pendant pratiquement 2 ans. Et en fait, je faisais de l'intérim avec Yanis la nuit. On bossait de 21h à 4h du matin. On préparait les herbes, etc. chez Fleurette. Et je me souviens que c'est lui, la première personne à m'avoir parlé de ce cursus-là, financé par la région, de partir sur un BPGEPS. Et je me disais dans un coin de ma tête, purée, c'est dommage. Avec du recul, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais dû. Et ça, c'est des phrases que j'avais pas envie de me dire, mais que je me disais quand même à ce moment-là. Je serais parti dans des cursus pour devenir éducateur sportif, pour faire une licence TAPS, ou devenir prof de sport ou autre. C'est quelque chose qui m'animait, moi, faire du sport et le faire partager. C'était pas faire du sport à des fins personnelles, parce que finalement, c'est assez hypocrite. Généralement, il y a des gens qui partent là-dedans parce que, en fait, ça, on va dire que ça façonne un peu leur vie de façon à part entière. Moi, c'était pas ça. Moi, l'objectif, finalement, c'est que je voulais apporter aux gens ce que le sport m'avait apporté. Un renouveau, une évolution, le fait de se transcender, d'aller chercher plus loin et de sortir d'un schéma avec lequel tu avais été façonné, prédestiné pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui te correspond. Et je voulais être aligné avec la personne que j'étais. Et donc, quand je suis parti faire ces études de BPGEPS, c'était grâce finalement, c'est des opportunités qui se présentent à nous, mais je suis passé par mon pote Yanis, qui avait suivi du coup, lui, 1 an auparavant le même cursus. Et il y a une autre personne que j'avais rencontrée quelques mois plus tôt, qui était doctorant en STAPS. Il intervenait du coup en tant que prof agrégé sur la partie physio. Et il était également partie prenante de l'école de BPGEPS de profession sport. Donc il m'a, entre guillemets, alors pas facilité l'entrée, mais c'est lui qui m'a permis d'effectuer cette prise de contact. Donc Yanis, Antoine, je vous remercie aujourd'hui parce que vous faites partie des personnes qui m'ont permis de pouvoir faire ce choix de vie et que je ne regrette absolument pas. Quelle complexité on ne voit pas dans ton métier que toi tu le sais, tu vois et qu'on ne se rend pas compte en fait? C'est une très très bonne question. C'est un métier qui est très stéréotypé et encore plus maintenant. C'est un métier que l'on voit de différentes manières sur les réseaux sociaux, vous voyez tous les réels sur Instagram, et puis tout le monde y va de sa plume, hein. Et c'est difficile de comprendre que finalement la structure même de ce métier, pour moi l'élément clé, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais ce métier-là, c'est que tu as un amour de l'humain. Tu aimes l'autre. Et en même temps, et c'est marrant, c'est le paradoxe, le point le plus complexe de ce métier-là, c'est l'humain. C'est l'humain parce que, bien sûr qu'on va vous former sur des matières telles que la biomécanique, la physiologie, l'anatomie. Vous allez apprendre plein de choses. C'est hyper intéressant comment créer du coup un macrocycle, des mésos, vraiment une programmation d'entraînement. Mais tout ça n'est rien
face à des qualités qui, à mon sens, sont inhérentes à ce qu'est un bon coach sportif, un bon éducateur sportif, de l'empathie, de l'écoute. Il faut d'abord avoir des valeurs humaines avant de partir là-dedans. C'est quelque chose que j'ai retenu de mon précédent employeur. Je pense que c'est de être, faire, avoir, et la majorité des gens veulent devenir éducateurs sportifs. Ils vont faire un BPGEPS, mais je pense qu'il y a un problème sur l'être. C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde est légitime à le devenir? Ça, c'est une chose. Je pense que la majorité, certaines personnes ont la prétention d'eux, mais d'abord, il faut être en cohérence avec la personne que tu es. C'est aujourd'hui, est-ce que je suis en mesure de pouvoir accompagner? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis empathique vis-à-vis du besoin de l'autre? Voilà. Et moi, j'avais vraiment cette, de façon intrinsèque, cette volonté de créer de la valeur pour autrui. Je voulais permettre à des personnes qui ont connu peut-être ma situation ou pas, hein, parce que moi, je faisais partie des personnes qui n'arrivaient pas à prendre de poids, qui voulaient changer physiquement. Et il y a des personnes qui étaient dans l'exact opposé, qui étaient aux antipodes opposés. C'est-à-dire qui voulaient perdre du poids. Et donc, je voulais être un petit peu l'instrument de leur élévation. Voilà. J'étais pas du tout tourné vers moi-même. Et je pense que c'est un petit peu le fer de lance aujourd'hui de ce métier-là. Il faut que ça demeure une vocation. Il n'y a pas un matin où je me suis levé et je me suis dit, oula, ce matin... j'ai pas envie. Ça, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. Donc Okay. oui, ça a été, on va dire, ce job-là est le job un peu transversal. Je ne peux pas dire que c'est ce que je suis. J'exerce en tant qu'éducateur sportif, mais aujourd'hui, mon domaine de prédilection, mes fonctions ne s'arrêtent pas là. Je suis capable d'exercer dans différents types de domaines. Bien sûr que le sport, le bien-être, la santé, je crois que c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me détourner de ça. Ouais, je comprends. J'aime énormément ce milieu-là, mais aujourd'hui, je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est les valeurs humaines qui m'ont façonné, qui m'accompagnent et qui m'ont permis de pouvoir exercer dans ce métier-là. Et après, quelle évolution as-tu fait par la suite? C'est génial la vie parce que tout s'est vraiment bien emboîté. Je crois qu'il n'y a aucun cursus scolaire, il n'y a aucune étude qui ne vaut le fait, alors c'est horrible ce que je veux dire, d'avoir un peu le bras long. Mais c'est pas le bras long, je te recommande et t'inquiète pas, je vais te pistonner. Non, c'est pas ce piston-là. C'est le bras long dans le sens où il y a autour de toi un environnement, un écosystème, tu connais des gens et tu as des relations qui te permettent finalement de bouche à oreille, de pouvoir rentrer quelque part et de dire, écoute, cette personne-là, vraiment, tu peux compter sur elle. Elle est sérieuse, elle est intègre, elle est rigoureuse. Et donc, j'ai pu prendre la place d'une personne que je t'ai évoquée tout à l'heure, qui s'appelle Yanis. En fait, j'ai fait mon stage chez Yakasport à Entraigues. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à Younes Katabi, qui était un de mes anciens patrons. Et ça a été une expérience incroyable. Donc, Younes, si tu vois cette vidéo, je te remercie. Et j'ai récupéré en fait le poste en 25 heures qu'avait Yanis. Donc, je suis devenu éducateur sportif et salarié en même temps de la salle de sport. Alors, j'avais développé ma petite auto-entreprise de façon libérale pour pouvoir faire mes coachings à droite à gauche, quoi. Voilà. Ok. Et donc ça, c'était mon premier job, mon premier vrai job. Dans ton métier, dans celui mon que tu cœur de voulais. métier, dans ce que je voulais. Ok. Et donc là, finalement, il y a une forme d'alignement qui se met en place. Voilà, Ouais. j'exerce en tant qu'éducateur sportif, mais ça ne suffisait pas parce que je crois que je suis un invétéré insatisfait dans le sens où si mes journées ne sont pas remplies, je suis pas content. Voilà. J'ai besoin de toujours plus. C'est pas plus d'argent, opulence, non. C'est plus, il faut que je puisse servir à quelque chose. J'ai besoin d'être utile pour des gens, pour la société. Et donc, il fallait que je remplisse mes journées. Alors, bien sûr qu'il faut mettre un peu de beurre dans les épinards, il va de soi. Et donc, je travaillais aussi avec mon père à côté. Mon père, du coup, avait développé son entreprise en 2008. Et j'avais la chance, de temps en temps, sur les petites vacances scolaires, de pouvoir l'aider à installer des machines. On installait des machines de conditionnement. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différentes plateformes logistiques, que ce soit Super U, Leclerc, Auchan, tout type de structure de la grande distribution. Et donc, je connaissais déjà un petit peu le modèle des grandes entreprises avant même d'y avoir réellement travaillé. Bien sûr. Et donc, je faisais ça. Voilà, en fait, j'avais mon emploi du temps qui était scindé en deux parties. J'avais un 25 heures en salle de sport et un 20 heures avec mon père. Et donc, pendant à peu près 3 ans, de 2018 à 2022, presque 4 ans, j'ai travaillé 6 jours sur 7.
Bon, il n'y a pas eu que du positif parce que j'étais un peu moins présent en perso après pour la personne avec qui j'étais. Et ben, malheureusement, ça a créé quelques frictions. Ouais, je comprends. Ok. Après ce truc avec Asport, Ouais. avec ton père, à un moment donné, tu as dû faire un choix et dire à ton père, bon, j'arrête de bosser avec toi parce que je peux plus, j'ai plus le temps. Qu'est-ce qui t'a lancé dans ce truc-là? Qu'est-ce que tu as fait après avec Asport? Et ben, comme toutes les personnes qui nous regardent, comme toi, Étienne, il y a eu l'avènement Covid. Alors c'est vrai que quand j'y repense, je me dis, mais c'était un rêve ou quoi ce truc? Parce qu'on était dans un espèce enfin, c'était quelque chose de très très bizarre. Et donc, il y a eu la bulle Covid. La bulle Covid qui, du coup, m'a mis en chômage partiel, qui m'a permis d'être un peu plus présent pour mon père. Et durant l'année Covid, j'ai vécu du coup une séparation, donc avec tout ce qui s'ensuit, forcément, une maison achetée ensemble, bref, une maison à gérer qui te garde, que tu gardes sur les bras. Le contexte Covid qui est quand même pas favorable parce qu'en chômage partiel, t'as pas non plus l'intégralité de ton salaire, il t'en manque un peu. Et en fait, je suis approché. C'est quelque chose d'assez inespéré par une entreprise alors que je n'avais pas à discréditer, mais sur laquelle j'étais très sceptique. J'avais eu la chance du coup avec Yakasport de faire différents salons du fitness en mars 2018 et mars 2019. Et j'avais rencontré une entreprise qui faisait ses débuts depuis 2015 sur le sud de la France. Une entreprise d'électrostimulation qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Iron Body Fit. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de 25 minutes égale 4 heures de sport? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Enfin, plein d'a priori qui sont... Que plein de gens ont eu à ce moment-là et que plein de gens peuvent continuer à avoir. Hein. Continuer à avoir. Et donc déjà, ouais, petit conseil que je pourrais donner à autrui, à tout le monde, avant d'avoir un a priori, tester. Voilà. Par rapport vraiment spécifiquement à l'électrostimulation, je faisais partie de ces personnes qui étaient sceptiques et franchement, on y revient. Et donc, je suis approché en fait par une personne qui est un ami, parce que voilà, ma vie, je repense à une tirade dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Si je devais résumer ma vie, je parlais avant tout de rencontres. Ouais. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment, c'est exactement ça. C'est ma vie de façon réduite, c'est un peu ça. J'ai été catapulté à des endroits. C'est pas catapulté imposé, c'est on m'a proposé quelque chose, j'y ai vu une opportunité et je me suis dit pourquoi pas. Et même lorsque je me sentais pas à l'aise, légitime, pourquoi pas. Lors de la période Covid, j'ai travaillé chez Yakasport et pendant pratiquement 2 ans, mon contrat a été racheté par... Il a migré sur une structure outdoor qui s'appelle 4D Gym et j'y étais vraiment bien. J'étais très très bien en salle de sport. Le problème en salle de sport, et c'est là où Iron Body Fit finalement a permis de casser ce plafond de verre, c'est que j'étais entre guillemets bridé. C'est-à-dire que je savais très bien qu'en étant sur l'opérationnel en salle de sport, j'étais limité sur les compétences que je pourrais acquérir. Et j'avais besoin de voir autre chose en fait, de voir ce qu'était le monde ailleurs. Je savais très bien que je ne ferais pas carrière avec mon père malheureusement, et bon, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Je me faisais violence pour aller bosser avec... Alors c'est pas violence négativement, mais j'allais bosser avec lui et j'avoue que j'avais pas spécialement d'appétence dans ce milieu-là. Je bossais pas mal, mais je sentais qu'au niveau des patterns à acquérir pour devenir bon et compétent, il y avait un fossé et ça passait pas. Donc tôt ou tard, j'aurais dû faire un choix. Finalement, quand tu es à 2 endroits en même temps, tu es nulle part et j'étais nulle part. J'étais réellement concentré, présent quand j'étais chez 4D Gym ou Yakasport. Quand je travaillais avec mon père, j'étais là parce qu'il fallait être là, je faisais un contrat de travail, lien de subordination, employeur-salarié. C'est malheureux. Alors j'ai fait ça, je pense, avec diligence, mais voilà, c'était pour mettre un peu de beurre dans les épinards et j'espère avoir été une personne fiable, un bon salarié, puis un bon garçon pour mon père. Je suis approché par Iron Body Fit. J'ai rencontré un ami par le biais de ma compagne et cette personne me dit écoute, chez Iron Body Fit, on a besoin d'un formateur et sincèrement, vis-à-vis de ce que tu dégages, je pense que t'as réellement les compétences pour devenir notre formateur demain. J'ai 2 contrats de travail, je bosse au moins 45 heures par semaine et je me dis waouh, Pierre, est-ce que tu te sens de mettre fin non pas à 1, à 2 contrats de travail sur une entreprise que tu ne discréditais pas, mais tu étais sceptique par rapport à ce concept-là.
La formation, c'est quelque chose de totalement inespéré. J'en ai jamais fait. Je me sentais pas du tout légitime. En salle de sport, j'avais pu acquérir des compétences et une forme de légitimité. Et j'avais réussi à casser un petit peu cette barrière de l'autre. J'étais moins timide, moins réservé, beaucoup moins introverti. Le fait d'être en salle, et d'ailleurs je remercie Ismaïl, un de mes employeurs, euh, patron de chez 4D Gym, parce que c'est grâce à lui que j'ai réellement pu euh, changer là-dessus. Il ne m'a pas contraint, mais il m'a proposé de faire des cours collectifs, il m'a proposé de pouvoir gérer la structure, et ce que j'ai fait le choix de dire oui, d'accepter, et finalement ça m'a permis de transcender ce blocage que j'avais. Je pense que réellement l'humain a besoin de faire les choses qu'il n'aime pas faire. Quand vous n'aimez pas faire quelque chose, faites-le, parce que vous avez besoin de ça. Ne vous écoutez pas tout le temps. C'est une bêtise de tout le temps s'écouter. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qui sont nécessaires pour évoluer, pour passer au step suivant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai détesté animer un cours, dans le sens où c'est pas que j'aimais pas faire ça, c'est que je me sentais pas capable, pas légitime. Les gens vont me regarder, le regard de l'autre, c'était pour moi quelque chose de super compliqué. Quand j'étais coach sur plateau, le one-to-one m'a jamais trop posé problème. J'ai ce truc-là de l'introverti, c'est que c'est du 1v1, moi c'est bon, tu me vois sur Call of Duty, 1v1 ça passe. Par contre, du 1 vs groupe, aïe, 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 il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Faut pas faire de gaffe, faut tout préparer. Et mon côté un peu bleu exacerbé voulait que tout soit exactement cadré, etc. Non, 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 n'aie pas peur de faire une erreur, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ça, c'est très, très français. Je le vois même dans le fait d'apprendre une langue. Aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? Parler 3, 4, 5 langues. Si j'ai envie de faire ça, je vois que mon frère, il est ingénieur sur Barcelone, il parle français, anglais, espagnol et couramment. Je l'admire, alors pas que pour ça, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je ne le jalouse pas, mais je suis ravi qu'il ait eu le courage de s'expatrier et puis d'avoir eu cette capacité à apprendre d'autres langues. Aujourd'hui, c'est un peu mon rêve, moi, tu vois, apprendre des langues. Et donc, désolé pour le petit aparté, mais concrètement, j'avais besoin de ça. J'en avais pas envie de me confronter aux gens, de me faire violence, mais il le fallait. Et donc, ça m'a permis ce parcours chez 4D Gym, déjà d'acquérir une forme de légitimité et se faire valoir m'a permis derrière de pouvoir partir chez Iron Body Fit. Je pense que si j'étais passé du step Yaka Sport à Iron Body Fit, j'étais mort. J'étais mort. 4D Gym m'a permis d'acquérir une forme d'autonomie, de fiabilité. J'avais la reconnaissance des gens. Je refais encore un parallèle par rapport à Naruto. J'avais besoin de la reconnaissance des gens pour devenir un peu Hokage, quoi. C'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'avoir une légitimité. Les gens me font confiance. Si j'ai réussi à créer la confiance là, dans un écosystème, j'arriverai à la créer ailleurs. Et donc, j'ai fait le choix de quitter, non pas sans mal, mon job chez 4D Gym et Inno Packaging pour mon père. 4D Gym, c'était très dur, mais ça a été encore plus dur pour mon père. Parce que je n'ai pas eu le courage de l'affronter, tu sais, et c'est pas un regret, mais j'ai une relation qui est très particulière avec mon père. Il y a beaucoup de pudeur, en fait. Mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime, etc. Dites je t'aime à vos enfants, c'est important. Mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime. Il y avait de l'amour, mais pas du tout démonstratif. Et c'est dommage parce que les gens ne sont pas censés être extra-lucides, ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omnipotents, ils n'ont pas à lire entre les lignes. Évidemment que vous faites des choses pour eux, et que oui, peut-être qu'ils peuvent imaginer, interpréter ça pour de l'amour. Dites-leur, ça n'a rien à voir, ça n'a pas le même poids. Donc dites aux gens que vous les aimez, et surtout à vos enfants. Ils ont besoin de ça, ça fait partie des besoins capitaux. Et donc, on a une relation très particulière avec mon père. Il y a de l'amour, il y a, par contre, je crois, autant de pudeur que d'amour. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a cassé ce truc-là. Le fait d'avoir travaillé avec lui m'a permis de décanter un peu ce truc, de déconstruire ça. Mais purée, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. C'est encore plus dur de parler en famille que de parler avec autrui. Parler avec autrui, c'est plus simple, parce que la personne n'est pas là pour le juger. En famille, il y a une pudeur dans les vieilles familles qui est très complexe. Et donc, bon, voilà, ça a été très compliqué d'annoncer ça à mon père. Et je l'ai fait de manière un peu vache, entre guillemets. Je n'étais pas fier à ce moment-là. Je lui ai envoyé un SMS en disant « Papa, je suis désolé, mais en fait, très rapidement, je débute un nouveau boulot, je ne pourrais pas assurer le préavis. » Ah bon, c'est ton père, il va pas te renier pour ça, tu vois. Il finit par comprendre, mais je pense qu'il a eu du mal à digérer la pilule, quoi. Bon, et finalement, sans regret, parce qu'aujourd'hui,
Bon, bah, lui, il a continué à évoluer. Alors, malheureusement, il est passé de 2 salariés à tout seul. Il a dû gérer à la fois le pilotage et l'opérationnel pour sa boîte. Et Dieu sait que ça a dû être compliqué. Mais j'avais besoin de penser à moi. Il fallait que je sois égoïste parce qu'il y a un moment, tu peux pas vivre dans l'ombre de tes parents toute ta vie. Et puis le problème de travailler avec ses parents, enfin, travailler en famille, c'est compliqué. Et je respecte et j'admire les gens qui continuent à le faire. C'est super compliqué. Ça peut fausser les rapports et il faut avoir cette capacité, cette intelligence de cloisonner un peu perso, pro. C'est pas évident. Voilà, mon père a su le faire tant bien que mal, mais voilà, à refaire, je le ferai pas comme ça. Voilà, je le ferai pas comme ça. C'était pas ma posture à ce moment-là quand j'ai quitté l'entreprise, n'a pas été géniale. Puis ça a été le début d'Iron Modifit. Janvier 2022, je démarre mon aventure chez Iron Modifit. Et quelle aventure! Explique-nous un peu ce que c'est Iron Modifit. Bien sûr. Parce que moi, de mon point de vue, ça a révolutionné le monde de la musculation Oui. en France d'abord et sûrement dans le monde, tu vas nous dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous vendait ce truc-là de 20 minutes de sport équivaut à 3-4 heures de sport à côté. Je crois, je ne sais plus exactement les termes qui étaient dits, mais et comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de gens étaient sceptiques et beaucoup de gens n'y croyaient pas. Oui. Et donc, en quoi ça consiste, comment ça fonctionnait et qu'est-ce que toi, tu as appris là-bas en faisant ça, quoi. Bien sûr. Alors, concept Iron Modifit, il est très simple. C'est un concept d'électrostimulation. Donc, l'EMS, électromyostimulation, c'est une technique, une discipline finalement qui a des dizaines, voire des milliers d'années. Le concept d'électrostimulation, il est apparu finalement durant l'Antiquité. Ils ont vu des personnes réparer des maux et des traumas chez les Grecs, les Égyptiens, par le biais de poissons électriques des anguilles. Et ils se sont dit, ok, il y a un lien entre électricité, muscles, et ils ont vu une forme un petit peu d'effet curatif, ou même préventif. Et c'est des préceptes qui ont été utilisés plus tard, beaucoup plus tard, durant l'ère industrielle. Il faut savoir que le premier générateur électrique a été créé au XVIIIe siècle, et ils se sont rendus compte que l'activation musculaire était liée à un influx électrique envoyé par le cerveau. Le but était très simple en électrostimulation, c'était de reproduire le potentiel d'action émis par le cerveau, tout simplement. Le problème au début, c'est que la technologie n'était pas vraiment adaptée. Les premiers générateurs créaient des lésions cutanées, ça brûlait la peau. Et c'est réellement plus tard, en 1960, qu'un pays a utilisé l'électrostimulation. C'était l'URSS, durant les Jeux Olympiques. Ça a été perçu vraiment comme un dopage technologique, et ce pendant des années. L'EMS a fait son apparition dans l'industrie cinématographique, Rocky, Bruce Lee. Donc on a commencé à considérer un peu cela comme une discipline, et on est sorti un peu de ce côté sportif de l'électrostimulation. Parce qu'il y avait vraiment un attrait du dopage, hein. On le voit au niveau des performances des athlètes soviétiques. Selon les disciplines, on avait un boom de 15, 20, 25, voire 30% des performances boostées, majorées par des techniques d'électrostimulation, par le biais d'eux. Donc c'était vraiment le complément pour un athlète. Dans les années 80, on se détourne un petit peu de ce côté sportif et on l'utilise un petit peu plutôt sous forme de thérapie brève. On voit beaucoup de kinés aujourd'hui se servir de l'électrostimulation. Il y avait un côté très curatif dans l'électrostimulation. Réhabilitation fonctionnelle, réathlétisation. Et donc, ça a été énormément utilisé par le corps médical. Et d'ailleurs, à ce jour, il y a encore énormément de recherches. Je pense à une entreprise avec laquelle j'ai travaillé, parce que je bossais avec ces machines-là, sans en faire la promotion, mais Mia Bodytech en Allemagne possède un côté recherche et développement. Et ils sont vraiment toujours à jour de la pratique de l'électrostimulation. Est-ce que c'est dédié à tout type de personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des pathologies qui pourraient contraindre et qui ne permettraient pas de faire de l'électrostimulation? Et oui, voilà. Donc ça, voilà, on a bien avancé là-dessus. Et c'est dans les années 2000 que cette entreprise a vu le jour et a permis une utilisation de l'électrostimulation à des fins beaucoup plus globales. Une fin plutôt bien-être sportif. On pouvait faire de l'électrostimulation un peu partout. C'est vrai qu'Iron Modifit a été un peu le catalyseur de l'électrostimulation en France, puisque c'est la première franchise à avoir implanté l'EMS en France. Alors la première, je pense qu'il y a Bodyhit également, mais Iron Modifit a vraiment connu un gros boom. Donc les fondateurs, Adri Jaffal et Johan Gu,
ont développé ça en 2015. Il y a eu un essor hyper important par le biais d'un épisode de Capital. Et, au début, je pense que ils avaient juste besoin et envie de subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont créé un studio d'électrostimulation aux Angles et tout s'est accéléré. Ça a bien fonctionné. Ils ont décidé de se franchiser. 4 studios, 5, 10, 20, 30. Moi, je suis arrivé, j'allais dire, peut-être au milieu un peu de cet essor, parce que je suis arrivé en 2022 chez Iron Body Fit. Il y avait 80 studios. J'ai quitté la structure, il y en avait un peu plus de 150 à l'échelle française et plus de 230 à l'international. Donc imaginez, c'est voilà, c'est un vrai boom pour cette start-up française et en plus issue du Vaucluse. Et au niveau des choses que ça m'a apporté, énormément de confiance en moi, énormément de légitimité. J'ai exercé en tant que formateur et je pense qu'on m'a fait endosser des responsabilités, on m'a fait confiance. Et ça a été génial. Et encore une fois, il a fallu que je fasse des choses que je n'aimais pas faire. Des formations en présentiel, 3 jours non-stop où j'accompagnais des gens qui étaient parfois beaucoup plus légitimes que moi, qui avaient des licences TAPS, des masters. Il y a eu peut-être 1 ou 2 doctorants, mais des gens qui avaient beaucoup plus de crédibilité, de légitimité que moi sur des enseignements sportifs bien-être. Et pourtant, j'étais devant eux et je leur inculquais des choses. Que ce soit sur l'électrostimulation, mais aussi sur l'anatomie, sur de la physiologie, sur de la nutrition, qui fait partie aujourd'hui un peu à part entière de ma vie. Et donc ça a été vraiment, je pense, le vecteur de ma volonté de me développer, de vouloir entreprendre. C'est une entreprise qui, je pense, qui a vocation à façonner des entrepreneurs. Parce que elle nous force à nous transcender. Il y a énormément de séminaires et de conventions. En fait, il y a un séminaire et une convention par an. Et lors de ces moments-là, on se retrouve tous les franchisés, les coachs, l'équipe corporation, donc le franchiseur. Et en fait, c'est des moments qui fédèrent, qui sont géniaux. Il y a une vraie convivialité. Et c'est aussi des moments où on a énormément de mindset. Un peu à la Herbalife. Je suis pas pro Herbalife pour tout, mais je pense qu'il y a des choses très positives et ça en fait partie. On avait énormément de mindset. Et ça m'a permis, je pense, de fortifier un peu mon schéma de pensée, de savoir où je voulais aller. Voilà. Ok, très bien. Après, l'aventure Iron Body Fit se termine. Oui. Tu crées ta propre marque de nutrition et tu continues en même temps les coachings. Donc maintenant tu fais, parce que quand tu étais chez Iron Body Fit, tu faisais les coachings, tu avais arrêté tes coachings perso ou est-ce que tu pouvais continuer? Est-ce que c'était que simplement salarié d'Iron Body Fit et tu étais essentiellement là-dedans? Est-ce que du coup après tu as pu reprendre des coachings après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors lorsque j'étais chez Iron Body Fit, c'était un contrat de 39 heures et j'exerçais à temps plein. Il m'arrivait de faire encore quelques coachings par-ci par-là, mais je dois dire que je me contentais et je me confortais énormément dans cette relation par rapport à Iron Body Fit. Parce que chez Iron Body Fit, c'est une entreprise qui ne permettait pas la demi-mesure. Il fallait impérativement que je me donne à 100%. Il faut un mindset, il faut être câblé en fait. Il faut croire en son produit. Et je croyais vraiment à mon produit, si bien que j'arrivais d'une part à le vendre aux franchisés qui étaient en face de moi, au coach, et si bien que je pratiquais la machine, je l'utilisais aussi à des fins perso toutes les semaines. Okay, ouais. J'ai utilisé vraiment l'électrostimulation, je suis rentré dans ce moule, dans ce cocon-là. Donc je dois dire que mon auto-entreprise, lorsque j'étais chez Iron Body Fit, je ne l'ai vraiment pas trop entretenue. Je ne m'en suis pas vraiment occupé, mais parce que je me complaisais dans ce que je faisais, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin et ça a été vraiment Iron Body Fit et demeurera, je pense, la plus belle expérience socio-professionnelle de ma vie. Okay. C'est une école à part entière, je pense. On devrait créer une école d'Iron Body Fit. Voilà. Ok, et donc après, donc ça s'arrête avec l'histoire s'arrête. Tu reprends donc les coachings perso. Tu crées ta marque de nutriments. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça s'est passé et comment tu as repris ce truc-là de devenir maintenant encore à ton compte parce que tu n'es plus salarié? Tout à fait. Je pense que Iron Body Fit a été le chemin, le fil conducteur. Et comme je disais, Iron Body Fit peut façonner des entrepreneurs et créer vraiment des croyances très fortes. Et j'avais besoin, dans mon parcours et en tant qu'homme, bien que je sois devenu papa et que certains pourraient se dire « c'est pas le moment de prendre des risques, sécurise ». J'avais besoin, et ça m'a permis de me révéler, de remettre un pied dans l'entrepreneuriat, ou de mettre un pied réel dans l'entrepreneuriat, et d'essayer, finalement.
Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, j'en sais pas. Par contre, je sais pas. Par contre, je vais tout faire pour. Et donc oui, aujourd'hui, il y a un concept de nutrition qui a vu le jour. Et je suis très content de pouvoir exercer là-dedans. J'ai densifié un peu mon arsenal, si je puis dire. J'ai obtenu une certification en nutrition tout récemment, et qui me permet d'accompagner toute personne dans le besoin. Alors bien sûr, il y a un petit aparté, il y a un petit bémol entre guillemets, c'est que des personnes qui auraient des pathologies, normalement, je suis pas en mesure de pouvoir les accompagner. Je pense à des personnes qui ont des TCA, des personnes qui ont des diabètes, voilà, le public avec pathologie. Je suis censé travailler un petit peu sous forme de tutelle. Voilà, Okay. il faut que j'ai un professionnel de santé avec moi pour m'aider. Mais dans les faits, ça me permet et efficacement d'accompagner des personnes de tout secteur, de tout milieu. Là, concrètement, le modèle économique mis en place, il a pour vocation de pouvoir suppléer les salles de sport, les studios de coaching, les studios d'électrostimulation, et de leur proposer une prestation win-win, dans le sens où les adhérents vont payer du coup une somme mensuelle. La somme va être scindée en deux parties. Une partie pour le franchisé ou le chef d'entreprise qui aura vendu la prestation, et l'autre partie qui me revient dans l'accompagnement de façon un petit peu digitale, mais toujours au préalable un appel découverte, etc. Voilà. Ok. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles j'exerce aujourd'hui. Évidemment, j'ai remis un pied dans la salle de sport. J'ai repris quelques cours collectifs, beaucoup de coaching perso. C'est génial. Alors j'ai remis un pied dans l'opérationnel, mais je sais que j'ai quand même besoin, et j'ai eu l'opportunité de travailler sur les derniers mois de 2025 en tant que manager au Luxembourg pour Iron Modifit. J'ai géré une équipe de 15 personnes, et donc je me suis aussi rendu compte que je pense, ou du moins j'espère, être un bon leader ou un bon meneur d'hommes. C'est-à-dire que j'ai un côté où je peux être très exemplaire. Et donc en tant que tel, je suis capable d'aller au charbon avec eux, de montrer l'exemple, de fédérer. Et en fait, j'aime manager, j'aime driver et j'aime développer des business. Voilà, c'est une autre facette de ma personne. Donc bien sûr qu'il y a de grandes chances que ce soit dans le bien-être et dans le monde du sport. Je n'évince pas la personne que je suis, qui est devenue coach sportif. Et c'est un peu mon leitmotiv au quotidien, l'humain. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi ce besoin de me prouver les choses. Voilà. Ok. J'ai envie de me prouver les choses, d'avancer, et peut-être, si je peux marquer l'histoire de façon positive et apporter de la valeur aux gens, ce sera pour moi le plus beau des cadeaux. Ok. Tu coaches le mental, le physique, le nutritif, c'est ça? Pour toi, c'est un global qui fait que c'est hyper important de gérer les trois en même temps pour pouvoir être bien. Ta marque, du coup, tu n'en as pas parlé de nutrition, ça s'appelle Nutritif, c'est ça? Nutritif Plus, c'est ça. Nutritif Plus, Tout à ok. fait. Et du coup, elle apporte quoi au niveau nutrition? Quel est son but? Qu'est-ce que tu vas proposer grâce à cette marque? Bien sûr. En fait, tout bonnement, le but, c'est pas de créer des régimes tout faits. Je suis pas là pour créer des TCA. Je pense qu'il y en a déjà assez. Les gens se flagellent suffisamment par rapport à des exigences sociétales. Voilà, la femme doit rentrer dans un 36, etc. Non. Là, le but, la finalité de Nutritif Plus, c'est d'apporter aux gens, je pense, une connaissance de la nutrition, de leur montrer que on peut très bien rééquilibrer son alimentation, manger correctement tout en se faisant plaisir. Il n'y a pas de pendant 6 jours je mange propre et puis là le dimanche je fais tout péter. Non, il y a un équilibre à trouver dans tout. Voilà. Parce que le but du rééquilibrage alimentaire, c'est de pouvoir retrouver un équilibre, mais qui soit après durable. Il faut que ce soit durable. Je suis pas là pour changer quelque chose à l'instant T. Évidemment qu'on souscrit tous un service, on va utiliser ce service-là, mais demain on arrête. Derrière, il n'y a pas d'acquis. Le but, c'est de créer, si possible, un momentum, un acquis pour cette personne, quelque chose qui soit durable. Parce que moi, demain, souscrire à un service et arrêter, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Il faut que ce soit important pour la personne, mais surtout, je veux m'assurer que cette dernière, il y ait un capital restant, il y ait un résidu qui fasse que, au quotidien, elle sache comment rééquilibrer un peu son alimentation, qu'elle sache comment découper une assiette, les portions, les quantités. Est-ce qu'il y a des choix à faire au niveau des aliments? La valeur nutritionnelle des aliments? Comment lire une étiquette alimentaire? Le but de Nutritif Plus, c'est à la fois aussi d'éduquer les gens par rapport à la nutrition, mais aussi de leur montrer que on n'est pas obligé de se priver, de se frustrer pour manger correctement et se faire plaisir. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un plat, par exemple,
qui est équilibré et qui serait, entre guillemets, bon pour les personnes qui aiment bien manger un peu gras ou certaines choses, qui sont habituées à certaines choses, et qui serait un plat que les gens rêveraient de pouvoir manger. Par exemple, un burger façon Nutritive Plus, est-ce que ça peut exister, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Quoi mettre dedans, quelle quantité, comment et... Alors, je pense qu'on peut manger tout, mais comme tu dis, il y a un équilibre à trouver. Alors évidemment, si on doit choisir, si possible, si on peut travailler avec des produits qui sont bruts, c'est mieux. Ça, c'est un des choix qu'il faut faire. Produits bruts, des fruits ou des légumes de saison, ça c'est top. Privilégier l'eau à d'autres boissons, ça c'est génial aussi. Dans les faits, le burger type, moi je le vois comment? Écoute, bon, ça reste un petit produit plaisir, mais dans les faits, un pain complet, un steak haché 5%, pourquoi pas? Un peu de cheddar, mais évidemment, il faut une quantité qui soit raisonnable. Une feuille de salade, une tomate. Derrière, en termes de sauce, si possible, on essaie de faire quelque chose de maison. On va éviter les sauces industrielles. Si on n'a pas le choix, on prend quelque chose d'allégeant en sucre, avec pas trop d'édulcorants, de colorants, c'est mieux. Et puis des frites de patates douces, pourquoi pas? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut se faire plaisir. Ça reste quelque chose de relativement sain, entre guillemets. Évidemment, ne façonnez pas vos plats toute la journée comme ça, hein. Mais si vous devez vous faire plaisir, c'est quelque chose qui pourra ravir vos papilles. Et en plus, on n'est pas dans du McDonald's ou dans du BK. Enfin voilà, ça reste un produit que vous avez fait vous-même, que vous avez travaillé. Et vous savez, voilà, vous connaissez la provenance des aliments. Et je pense que c'est bien aussi d'être dans le contrôle là-dessus. Dans les faits, il n'enlève rien au fait qu'on peut se faire plaisir et faire un fast-food de temps en temps. Ça fait partie de l'équilibre global. Voilà. C'est quelque chose que j'ai appris sur la certification que j'ai fait. Il y a vraiment 5 facteurs qui façonnent le vivant. Le fait de penser, de ressentir des émotions, de respirer, de manger et de se protéger. Et il faut vraiment qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé. C'est-à-dire que même si les gens mangent bien, si tout le reste ne fonctionne pas, si il y a un problème au niveau des émotions, s'il y a du stress, s'il y a un manque de récupération, un manque de sommeil, s'il y a des problèmes hormonaux, ça ne fonctionnera pas. Voilà. C'est un tout, c'est un global. Voilà. L'alimentation, c'est une des pièces du puzzle. Il y en a une multitude d'autres. Et je rebondis sur ce que tu disais. Et j'aime à arborer mon suivi, mon accompagnement de manière holistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appel découverte et le premier rendez-vous, il est vraiment à connotation d'écoute, d'empathie. Je veux savoir qui tu es. Voilà, je ne suis pas là pour parler de moi, ça va être très succinct, mais je veux te connaître, parce que te connaître, c'est mieux t'accompagner demain. Ok, très bien. Voilà. Maintenant, si une personne elle a besoin de... Une personne vient te voir en te disant, voilà, je travaille dans les bureaux, je n'ai pas beaucoup d'activités sportives, je mange mal et un peu sur le pouce. Elle te dit, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un conseil pour pouvoir continuer et commencer à faire du sport et ça, mais je n'ai pas beaucoup de temps et je ne sais pas comment le faire. Comment est-ce qu'on peut préparer dans une semaine, faire entre guillemets assez de sport pour toi? Quand je dis ça, c'est parce que si une personne te dit que j'en fais 10 minutes par jour, c'est déjà mieux que rien. Oui. Mais c'est quel conseil tu donnerais à cette personne-là? Comment faire? Quoi manger quand, entre guillemets? Quand je dis quoi manger quand, c'est pas tout manger, mais est-ce que plus de trucs le midi, moins le soir, ça, et combien de sport, quelle fréquence, quoi? Ok, écoute, c'est très vaste parce que d'une personne à l'autre, en fait, il n'y a pas de règles préétablies. Bien sûr. Dans les faits, si vous n'avez pas le temps, c'est vrai que je ne saurais que trop vous conseiller de faire l'électrostimulation parce qu'en peu de temps, vous allez avoir un maximum d'efforts fournis. Le fait de pouvoir condenser et de pouvoir jumeler contraction volontaire et stimulation de la machine, ça vous permet d'avoir un rendu qui est viable dans le temps et pour un minimum de temps investi. Quelques conseils donnés à la personne. Déjà, d'essayer de faire du batch cooking, c'est-à-dire de pouvoir préparer les plats à l'avance le dimanche, le week-end. Des Tupperware. Voilà. Parce que il y a du temps investi en amont, mais derrière, c'est une optimisation de dingue pour le reste de la semaine. Et quand les plats sont préparés en avance, ça évite des fois de pouvoir se diriger plus facilement vers des confiseries, vers quelque chose qui serait vraiment le fruit de compulsivité alimentaire. Au niveau des petits conseils que je peux donner, déjà d'essayer d'apprendre à se connaître et de voir aujourd'hui combien de fois on mange par jour. Est-ce qu'on fait 1, 2, 3 repas? Dans les faits, évidemment, il faut au moins répondre aux besoins du métabolisme de base de son organisme. Pour moi, 3 repas par jour, c'est bien, c'est déjà un très bon équilibre. Après, si on fait 4 parce qu'on a peur, par exemple, à 17h d'avoir une fringale, voilà, on passe à 4 repas par jour. Donc, au sein de chacun de ces repas, un apport protéique,
c'est génial. Un peu de glucides, des fibres et un peu de lipides, voilà. Donc tout ce qui façonne un petit peu en fait les briques de l'organisme, mais la partie macronutriments. Donc dans les faits, moi je pense que un petit déjeuner un peu équilibré, à l'image de ce que je fais en ce moment, c'est des œufs. Des œufs au petit déjeuner, c'est génial. Ça crée un bon effet de satiété, tous les acides aminés, du pain complet, un fruit ou une compote sans sucre ajouté, de l'eau. Et puis je concède que j'ai aussi moi évolué là-dessus, c'est que essayer de moins boire dans les repas et plutôt hors des repas. Entre les repas, de boire davantage, essayer d'appliquer ce qu'on appelle la chronohydratation. Voilà, essayer de boire davantage puisque on se rend compte, surtout en Europe, que le surpoids est souvent aussi conditionné par ça. On a tendance, en buvant pendant les repas, à liquéfier un petit peu le bol alimentaire et ça empêche la bonne assimilation des nutriments. Donc, de bien s'hydrater hors des repas, essayer d'avoir un équilibre au niveau du petit déjeuner, du repas du midi, du repas du soir, de façon à ce que en fait, il y ait le moins de fringales possible, voilà, qu'il y ait une forme de rassasiement, de satiété qui soit générée et qu'on puisse arriver relativement sereinement à son repas suivant. Derrière, un petit conseil de ne pas se peser tout le temps. Voilà. Dans cette notion de rééquilibrage, il y a surtout une notion de recomposition corporelle. Et le poids induit sur la balance n'est pas du tout à l'image de ce que vous êtes physiquement. Vous pouvez très bien faire 1m70, 70 kg, avoir une silhouette un petit peu corpulente, et un 1m70, 70 kg être relativement musclé, athlétique. Voilà, donc ne pas vous laisser surprendre par la balance et ne pas vous flageller. Ça, c'est important d'avoir un rapport qui est relativement sain par rapport à la balance, par rapport à l'IMC. Il faut sortir un petit peu de ces indicateurs-là qui peuvent avoir une forme de pertinence selon les cas de figure. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Étienne. Maintenant, on arrive vers la fin du podcast. Comment tu te sens, toi, maintenant, aujourd'hui, après avoir évolué, avoir évolué dans ta vie avec tous ces trucs-là? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu dirais à ton toi enfant, oui, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as? Quel conseil lui donnerais-tu à ton toi enfant? Je lui dirais de ne pas avoir peur de l'avenir. Je lui dirais que ça va bien se passer, que n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur d'avoir soif d'apprendre, d'avoir cette curiosité un peu maladive. Et surtout, demande. N'hésite pas à demander parce que le fait de ne rien dire, de rester dans son coin, malheureusement, ça ne fait avancer personne. Ni la personne à qui tu aurais pu poser la question, ni toi, dans ta construction, dans ton évolution. Donc, t'en fais pas pour l'avenir. Tu as reçu de bonnes fondations, ça va bien se passer. Qu'est-ce que pendant longtemps, tu as cru que c'était une faiblesse chez toi? Oui. Et qui aujourd'hui, et tu en as conscience, est une force? Mon humanité. Ok. Ouais, je suis très humain, je suis très très gentil. Je pense que c'est pas une faiblesse d'être gentil. Par contre, il faut être capable de fixer et poser ses limites. J'ai eu un vrai défaut, et ce pendant des années, le fait de ne pas savoir dire non. Et ça, c'est une fatalité, et c'est dommage, mais finalement, on apprend aussi comme ça. Et poser ses limites, c'est super important. Donc, ma vraie force aujourd'hui, c'est ma gentillesse, et j'espère en tout cas en être digne, si je puis dire. Mais je dirais que c'est un attrait qui me qualifie bien, j'espère. Et dans 5 ans, tu te vois où, toi, maintenant? Je me vois gérer les structures bien-être et sportives. C'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà, okay. Je me vois bien faire ça plus tard. Ok. Et donc, continuer à avancer et essayer de travailler sur plusieurs pôles stratégiques de développement, toujours dans le monde du bien-être et du sport. Merci beaucoup pour ce temps partagé ensemble. Merci à toi, Étienne. Merci. C'est un plaisir. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve pour un nouvel épisode dans pas longtemps. Et puis, on se termine en se disant que faites ce que Pierre nous a dit. Et même si on a peur, c'est peut-être le même moment de passer à l'action. Allez, ciao tout le monde. Ciao l'équipe.